Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page invitée sur laquelle nous allons parler d'un sujet qui défraie la chronique, un sujet qui préoccupe, qui fait peur et qui fait mal, les décès subis. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons le professeur Martin Dedongbo-Wenancy. Il est professeur cardiologue. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Et merci vraiment d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous en prie. Justement, comme on le disait tantôt, nous voudrions avec vous décortiquer ce que c'est qu'une mort subie, ou je dirais simplement un décès brusque. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer? Bien, merci. C'est courant de voir autour de nous des personnes qui se sont endormies et qui ne se sont pas réveillées, ou bien des personnes avec qui nous avons parlé et qui, dans les heures qui suivent, ont été déclarées morts. Cela aborde le problème de la mort subite qui est un terme médicalement consacré, qui veut dire un décès survenu de façon brutale, en quelques heures et de façon inattendue, et qui n'est pas accidentelle. Donc nous parlons là d'un phénomène dramatique qui a des mécanismes médicaux bien connus et pour lequel parfois il y a des solutions de prévention. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, s'il vous plaît, les origines d'une telle mort? Les origines possibles d'une mort subite sont nombreuses. En tête des origines, il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur et des vaisseaux. Après viennent les maladies respiratoires et les maladies digestives. Donc, les trois principales causes se situent à ces niveaux-là. Est-ce que vous pouvez nous détailler un tout petit peu, quand on prend par exemple les maladies cardiovasculaires, ainsi de suite? Alors, pour parler des maladies cardiovasculaires, parlons de ce qui est, disons, très courant. Les maladies liées, par exemple, à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut créer, au niveau du cerveau, par exemple, une hémorragie particulièrement importante, qui ne laisse pas le temps de récupérer, de donner une chance au malade par le traitement. Qu'est-ce qui peut créer cette hémorragie? Cette hémorragie, c'est une fragilité des vaisseaux. Dans le cas de l'hypertension artérielle, c'est une pression artérielle particulièrement élevée, surtout un à-coup hypertensif. Une élévation donc brutale, qui peut être liée à différentes choses comme une forte émotion. Ça, c'est sur le côté vasculaire. Maintenant, l'essentiel des causes cardiovasculaires est quand même lié situé au niveau du cœur lui-même. Alors, vous savez, le cœur, c'est un muscle, c'est un moteur qui fonctionne tout le temps. Et si, par exemple, une anomalie rend la majorité du muscle cardiaque incompétente à la contraction, le sang ne circule plus et cela peut entraîner un décès brutal. L'autre aspect qui entraîne des décès importants et rapides au niveau du cœur, c'est les anomalies du rythme du cœur. Vous savez, le cœur, il fonctionne de façon rythmée, il bat un certain nombre de fois. Au repos, à peu près 60 à 80 par minute. Alors, il peut se passer deux choses au niveau du rythme. Il peut se passer que le cœur tombe en panne électrique et qu'il s'arrête. S'il s'arrête brutalement et si la personne n'est pas dans un environnement où on peut faire fonctionner un peu artificiellement le cœur, évidemment, la personne décède dans les secondes. À côté de l'arrêt, il y a les ralentissements importants. Au lieu de battre 60 à 80 par minute, le cœur, du fait d'une panne électrique toujours, peut se mettre à battre à 20 par minute, à 30 par minute. Et cette fréquence ne permet pas de redistribuer assez de sang dans les organes. Sur cet aspect, il y a des solutions. Nous avons au CNHU la possibilité, par exemple, de mettre ce qu'on appelle un stimulateur cardiaque qui accélère la fréquence cardiaque. Et si la personne a la chance d'être dans un environnement où c'est immédiatement faisable, c'est possible. Donc, ralentissement important et brutal de la fréquence de battement du cœur ou bien arrêt du cœur. À l'opposé de ça, nous avons les fréquences excessives, ce que nous appelons les troubles de rythme,
notamment les tachycardies qui sont situées au niveau du ventricule. Vous savez que le cœur a 2 étages. Il y a les oreillettes et les ventricules. Nous avons tous appris ça depuis l'école primaire. Lorsqu'il se produit un emballement excessif au niveau des ventricules, cela empêche le cœur de se contracter. Lorsque le cœur ne se contracte pas, le sang ne peut pas circuler. Donc les tachycardies ventriculaires et les fibrillations ventriculaires sont des emballements, des tétanisations extrêmes du cœur qui empêchent sa contraction et engendrent un décès brutal si on n'est pas dans l'environnement qu'il faut pour gérer ce problème-là. Donc au niveau cardiovasculaire, vous voyez, il y a les pannes de la pompe qui empêchent la contraction et puis il y a des pannes électriques qui font que le cœur, il bat soit trop lentement ou s'arrête, ou il a une activité électrique tellement importante qu'il ne peut pas se contracter. L'un dans l'autre, il ne joue plus son rôle, mais de façon brutale et massive. Alors, professeur, en dehors des maladies cardiovasculaires, vous avez signalé tout à l'heure également un côté alimentaire qui peut aussi conduire... vous voulez parler des intoxications qui peuvent conduire à un décès subi? J'ai parlé surtout des maladies digestives en général, voilà. Parce qu'au niveau de l'appareil digestif, il peut se produire des altérations importantes et brutales qui ne sont pas rattrapables. Il y a certaines de ces anomalies peuvent être vasculaires, ou bien lorsque, par exemple, au niveau de l'appareil digestif, il y a un saignement brutal, intense, massif, et cela peut conduire au décès. Cela peut conduire au décès. Nous avons parlé aussi des poumons où, par exemple, une crise d'asthme particulièrement grave peut entraîner un décès lorsque cela se passe à la maison. Vous avez parlé tout à l'heure également des moyens de prévention. Comment est-ce que, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que cela peut se produire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour prévenir cette mort-là? Alors, il y a des marqueurs. Les premiers marqueurs sont des marqueurs cliniques. Nous avons cité un certain nombre de maladies et il y a des personnes qui en sont porteuses. Lorsque ces personnes-là sont connues, ce qu'on leur demande, c'est de bien suivre le traitement de leur médecin. Quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, il est bon qu'il suive les conseils et le traitement prescrit par le médecin. Il y a aussi, malheureusement, dans ces phénomènes de mort subite, une certaine hérédité parfois. Malheureusement, il y a des familles où ce phénomène se répète. C'est pour ça qu'on demande, lorsque quelqu'un est décédé de façon brutale, inattendue et non accidentelle dans une famille, on demande aux familles de faire un bilan de dépistage. Il faut que les membres de la famille aillent en consultation pour qu'on essaie de voir s'ils n'ont pas un certain nombre de prédispositions. C'est ça. Alors, en dehors de tous ces facteurs que vous avez cités, est-ce qu'il y a, comme par exemple, quelqu'un qui n'avait pas forcément de ces problèmes précités, mais qui, sous le coup d'une grande joie, par exemple, ou d'une grande peur, eh bien, succombe? Oui, alors, l'émotion brutale peut être un facteur déclenchant des anomalies dont nous avons parlé. Que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, mais plus souvent quand même une émotion négative. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez remarqué, dans la communauté, nous avons tous appris, lorsqu'il y a des décès, il y a une technique sociale pour annoncer ça. C'est parce que la forte émotion entraîne au niveau du cœur une tendance à l'emballement. Et si ce cœur était déjà fragilisé, il peut soit aller vers les fréquences excessives et la tétanisation dont nous avons parlé, soit aller vers le ralentissement. C'est ça. Voilà. Alors, quelles sont les personnes les plus à risque? Oui, c'est vrai, vous avez parlé d'hérédité, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être prédisposés? Ce sont quand même a priori des personnes qui ont, le grand groupe, c'est des personnes qui ont déjà des anomalies cardiovasculaires. Hypertension artérielle, ou des personnes qui ont déjà même fait des complications de l'hypertension artérielle. Tout à l'heure, quand nous parlions de panne motrice du muscle, au fait, il y a un terme qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde,
c'est, on va dire, la mort d'une partie du muscle cardiaque dû à un défaut de perfusion. Et c'est cela qui s'exprime sous la forme de ce qu'on appelle souvent les crises cardiaques. Les crises cardiaques, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai mal à la poitrine » et puis dans les moments qui passent, il peut décéder. Et cette maladie-là est liée à ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose a des facteurs de risque qu'on connaît. L'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, ceux qui fument, l'excès de poids. Ce sont des éléments qu'il faut bien contrôler pour éviter que l'athérosclérose s'installe et pour éviter à terme qu'elle crée les grosses pannes dont nous avons parlé. Si on vous demandait l'état des lieux au Bénin, puisque vous recevez de nombreux patients, c'est quoi la fréquence? Alors, c'est une maladie dont il est difficile d'évaluer la fréquence, notamment dans un pays comme le nôtre, où tout le monde ne va pas à l'hôpital, où tous les décès ne sont pas signalés. Mais nous savons tous, par expérience sociale, que c'est assez courant. Alors, au Bénin, nous avons fait 2 travaux. Il y a un travail de recherche qui a été fait par un étudiant en année de thèse à Cotonou, qui a essayé de recenser les morts subites, avec toutes les difficultés qu'il y a. Mais en quelques mois, on avait déjà facilement même une quarantaine de gens plutôt jeunes qui sont décédés de façon brutale. Et qui avaient, comme on a dit, un peu de ces marqueurs-là, cliniques, hypertension artérielle, hérédité familiale. Il y avait déjà 1 ou 2 frères qui étaient déjà décédés de façon brutale. Nous avons refait les mêmes travaux à Parakou qui donnent à peu près les mêmes résultats. Donc, c'est quelque chose de courant chez nous. Et il faut que chacun se préoccupe de se faire dépister éventuellement. Se faire dépister, pas de mort subite, parce qu'on ne le souhaite pas pour les gens, mais des petits signes, des maladies qui pourraient prédisposer. C'est pour ça que, au niveau des cardiologues, nous avons l'habitude de dire que même si tout va bien, il faut voir un médecin ou un cardiologue chaque année, ne serait-ce qu'à l'occasion de son anniversaire, pour voir s'il n'y a pas une tension qui s'élève un peu, s'il n'y a pas un diabète débutant. Et puis ceux qui fument, franchement, il faut qu'ils arrêtent. Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez d'autres conseils à donner aux populations qui nous suivent actuellement? Ce que nous leur disons, c'est que nous leur répétons que on peut avoir l'impression d'être en bonne santé et ne pas l'être. On peut avoir l'impression d'être en bonne santé et ne pas l'être. Donc, il faut de temps en temps aller voir le cardiologue ou le médecin de son médecin habituel. Et puis, il ne faut pas banaliser un certain nombre de signes. Lorsqu'on a ce qu'on appelle des palpitations, c'est-à-dire quelqu'un qui sent son cœur qui se met subitement à battre sans raison apparente, ce n'est pas toujours banal, il faut aller en consultation. Lorsque de temps en temps on a des douleurs dans la poitrine, surtout à l'effort ou bien au coup des émotions, il ne faut pas banaliser en disant « Oh, c'est rien, on prend un peu de paracétamol ». Non, il faut aller en consultation. Parce que ces petites douleurs, surtout si c'est devant là, dans la poitrine, qui surviennent et qui disparaissent, parfois sont des vrais signes d'alerte. Merci, professeur. Nous sommes à la fin de notre page invitée. Nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Merci, madame. C'est donc la fin de notre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi d'avoir été avec vous. Restez encore en notre compagnie. Au revoir.